Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission ? Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie, en racontant mon histoire, mais aussi celle de ceux qui sont passés par là, via des articles que je publie sur mon site uncadeaumalemballé.com et des épisodes de ce podcast, où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes, sous forme de conversations sincères, qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute! Hello tout le monde, voilà, c'est parti, j'enregistre mon premier épisode de podcast toute seule. Donc c'est une nouvelle aventure que je vous dois, donc merci beaucoup, puisque vous avez été nombreux à m'envoyer des questions suite à ma vidéo dans les déviations, où j'ai raconté mon changement de vie. Voilà, donc c'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes, donc c'est pas surprenant, je dirais, que ça soulève pas mal de questions. J'essaie de tout centraliser et voilà, je vais répondre à 100% des questions que j'ai reçues. Pas de tabou pour moi sur ces sujets. Pour que ce soit un tout petit peu plus clair, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aborder différentes parties du parcours. Je vous indiquerai dans la description de l'épisode à quelle minute je passe à quelle partie pour vous faire gagner du temps si vous en manquez. Donc je vais d'abord vous parler du pendant le burn-out, de tout ce qui s'y rapporte, les questions qui se rapportent à la période où j'ai traversé un burn-out. Ensuite, je vais répondre à toutes les questions sur l'après, donc notamment sur comment j'ai fait pour aller mieux, comment j'ai entamé ma reconversion. Et je terminerai par parler de maintenant, donc maintenant, c'est-à-dire quelle école de coaching je commence la semaine prochaine, comment je l'ai choisie, comment j'avance vers l'indépendance financière. Voilà. On commence par pendant le burn-out et donc pour ça, je vais me replonger un petit peu plus d'un an en arrière. Je l'ai pas mal raconté dans la vidéo, mais donc comme je vous disais, pour remettre un tout petit peu de contexte, en fait, à partir de septembre 2019, j'ai commencé à avoir des troubles du sommeil. Au départ, évidemment, je me disais que c'était passager, j'en avais jamais eu, donc je me disais, il faut peut-être que je fasse du sport, il faut que je vois des copains, il faut que je me couche tôt, il faut que je mange peut-être plus léger. Enfin, je pensais un peu à tous les réflexes qu'on peut avoir après avoir passé une ou deux mauvaises nuits. Sauf que ça ne s'arrangeait pas. Et en fait, c'était toutes les nuits, y compris le week-end. Ce qui fait que j'ai pas du tout tout de suite mis le doigt sur un lien avec le travail, parce que j'étais dans une période où, en soi, j'avais l'impression que tout allait bien. Donc, comme je disais, je venais de me marier, je venais de faire un super voyage de noces, je venais de de rentrer au travail, donc après ce voyage, et j'étais rentrée globalement en pleine forme, avec envie, tout allait bien, en apparence en tout cas. Et en fait, je dormais plus. Ça a duré environ 2 mois avant que je commence sérieusement à m'inquiéter. Donc à ce moment-là, on était arrivé fin octobre et j'ai pris rendez-vous chez un médecin parce que je comprenais pas. En fait, je me sentais de plus en plus fébrile, de moins en moins bien, assez souvent au bord des larmes. Je savais que c'était parce que je dormais pas, mais en même temps, je comprenais pas pourquoi je dormais pas. Donc, sur un coup de tête, j'ai pris rendez-vous chez une généraliste à côté de mon bureau. J'ai pleuré pendant toute la consultation et elle m'a arrêtée pendant une semaine en me disant que il fallait que je prenne du repos et un peu de recul. Voilà. J'ai passé cette semaine-là de façon assez fébrile chez moi, angoissée parce que le travail du coup pendant ce temps-là s'accumulait. J'avais évidemment peur de ce que les gens au travail allaient penser, de ce qu'ils allaient se dire. Donc quelque part, j'espérais qu'ils allaient penser que j'avais, je ne sais pas, une gastro ou une grippe. J'avais pas du tout envie qu'ils pensent que j'étais arrêtée parce que ça n'allait pas mentalement. Et donc à la fin de cette semaine-là, j'ai revu le médecin
qui m'a demandé ce que je voulais faire et en fait j'ai dit je veux retourner au travail parce que ça n'allait pas mieux chez moi, je dormais pas mieux et au contraire je passais mes journées à angoisser dans un état vraiment d'adrénaline en fait, tout l'inverse du repos et du sommeil. J'étais survoltée d'énergie et en même temps d'une énergie vraiment fébrile parce que je sentais bien qu'elle était pas saine en fait parce que complètement nourrie par le manque de sommeil. Donc j'ai repris le travail début novembre. Très vite j'ai senti en fait que ça n'allait pas mieux, qu'une semaine de repos n'avait pas du tout résolu mes problèmes. Et du coup j'ai obtenu les coordonnées d'une psychologue le jour de mon retour en discutant avec une collègue en qui j'avais confiance, qui a vu que ça n'allait pas et qui m'a parlé de sa psychologue. Et j'ai appelé cette personne qui m'a dit qu'elle avait pas de place. Et en fait là, c'était la panique. Au téléphone, je lui ai dit en fait que j'avais vraiment besoin d'aide et que je ne pouvais pas continuer à gérer toute seule. Et donc elle m'a recommandé un psychiatre en qui elle avait confiance, en me disant que dans l'état dans lequel j'étais, c'était un médecin qu'il fallait voir. Et donc, je suis allée voir ce psychiatre sur ses recommandations. Au début, je le voyais assez souvent, toutes les semaines. Et il a commencé assez rapidement, voyant mon état ne pas s'améliorer, à me parler de 2 sujets dont je voulais pas entendre parler, à savoir l'arrêt de travail et la prise de médicaments. L'arrêt de travail, pour moi, c'était impensable. Je lui répondais vraiment que j'avais des choses à faire, des tonnes de choses à faire, et que j'avais une réputation de bosseuse, de quelqu'un sur qui on peut toujours compter au travail, et que j'étais pas du tout prête à ruiner ces efforts-là. Et en fait, il m'a rapidement dit, bon écoutez, je vais pas vous forcer, et surtout que je vois que ça vous angoisse encore plus d'envisager de vous arrêter, mais gardez-le à l'esprit, je pense que c'est quand même un passage obligé. Et on a aussi parlé de médicaments. C'est un sujet que j'ai jamais abordé encore parce que je pense que c'est un sujet très très sensible. C'est pas que je veux pas en parler, mais c'est simplement que je pense que seul un médecin peut déterminer ce qui est bon pour vous. Ce qui était bon pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Et moi, je ne suis pas médecin et je ne veux pas donner de conseils sur ce sujet. Néanmoins, j'ai pas de tabou à en parler. Et donc, je peux vous partager mon expérience. Mon expérience, c'est que c'est un sujet à discuter avec votre médecin, que c'est un médecin en qui il faut avoir toute confiance. Moi, mon médecin, il m'a recommandé au départ de prendre des anxiolytiques, donc contre ces montées d'angoisse que j'avais, et des somnifères. J'ai accepté l'ordonnance, j'ai acheté les médicaments, néanmoins, je les prenais peu, vraiment au compte-gouttes quand j'en pouvais plus. Pareil sur les somnifères, je voulais pas les prendre, surtout que je n'avais pas de difficulté à m'endormir. En fait, je m'endormais très bien et je me réveillais dans la nuit. Du coup, le soir, j'étais tellement fatiguée et je m'endormais tellement facilement que tous les soirs, je me disais, c'est bon, du coup, j'ai pas besoin d'un somnifère, cette nuit, ça va aller. En fait, je me réveillais à 2h du matin. Parfois, dans la panique, je prenais un somnifère à ce moment-là. Ce qui fait que je me rendormais à 3h sous somnifère et avec le réveil qui sonne à 7h. C'est vraiment une expérience que je ne vous recommande pas. C'est horrible. En parallèle, j'ai essayé plein de choses naturelles. Des plantes en tisane, en gélules, j'ai vu un naturopathe, un acupuncteur, un ostéopathe, enfin j'ai vraiment fait énormément de choses. Donc je comprends les personnes qui me disent qu'ils ont des réticences à prendre des antidépresseurs. Moi-même j'ai eu ces réticences-là parce que on parle d'accoutumance, on parle de traitements longs et c'est des choses qui me faisaient peur. Donc je comprends très bien que ça fasse peur. Néanmoins, moi j'ai fini par plus avoir le choix parce que j'allais trop mal et les anxiolytiques c'est pas une solution de long terme et quand j'ai vu que j'en prenais vraiment de plus en plus et que ça me faisait de moins en moins d'effet, j'ai fait confiance à mon médecin et donc j'ai pris un traitement d'antidépresseur. Donc c'est un traitement qui se prend plutôt sur le long terme, minimum 6 mois d'après ce que j'ai compris. Donc je savais que je m'engageais à le prendre jusqu'au début de l'été suivant minimum. C'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai pas eu d'effet secondaire particulier. En revanche, il faut savoir que ça met plusieurs semaines à fonctionner.
Donc les 2-3 premières semaines, en fait, on se sent pas mieux. Et c'est assez inquiétant de penser que on prend un médicament tous les jours, mais que ça n'a pas d'effet. En fait, c'est tout à fait normal. C'est une molécule qui agit au niveau du cerveau et qui rééquilibre. Mais ça prend du temps de rééquilibrer l'humeur. Et donc, il faut être patient. Voilà, j'ai pris ce traitement pendant 6 mois. Et à la fin, je l'ai arrêté donc en juin, sur avis de mon médecin, à qui je continue à parler tous les mois, qui a décidé que j'étais en mesure de l'arrêter. On a arrêté progressivement et ça ne m'a pas posé de problème non plus de l'arrêter. Donc j'ai plutôt un retour positif sur ce traitement. Néanmoins, ça ne veut pas du tout dire que je recommande de le demander à son médecin si lui-même ne le recommande pas. C'est simplement si votre blocage vis-à-vis de ça est psychologique, je le comprends parfaitement et je veux juste témoigner du fait que ce blocage-là, il peut être dépassé et que ça peut être un vrai coup de pouce parfois d'avoir une aide médicamenteuse. Une autre question qu'on m'a posée, c'est comment j'ai compris que j'avais fait un burn-out. Eh bien, ça n'a pas été facile. En fait, d'abord, j'ai dû accepter d'être arrêtée sans forcément comprendre que c'était en rapport avec le travail. C'est simplement que au travail, je n'arrivais plus à assumer mes fonctions. C'est-à-dire que à cause du manque de sommeil, je faisais plein de bêtises. Je faisais des lapsus à l'écrit, à l'oral. J'oubliais ce qu'on m'avait dit juste après une conversation. Je n'arrivais pas à gérer le flux de mes mails entrants. J'arrivais pas à me concentrer dans les réunions. Et en fait, j'avais surtout peur que on se rende compte au travail que je ne faisais plus bien mon travail. Donc j'avais pas envie de les mettre dans cette situation-là. Mon équipe y compensait beaucoup pour moi, mais voilà, c'était pas tenable sur le long terme. Et surtout, moi, je me sentais complètement à bout de force. J'avais perdu pas mal de poids, je me sentais faible tout le temps. Et en fait, ce qui a été un déclic pour moi, c'est que ma grand-mère est décédée au début du mois de décembre. Et en fait, je suis partie du coup quelques jours en famille pour l'enterrement. Et c'est la première respiration que j'ai pu prendre depuis des mois. Pourtant, c'était pas un moment joyeux, vous vous en doutez. Je dormais toujours pas, mais la journée, j'ai réussi à me sentir à nouveau un tout petit peu moi-même, à profiter d'un petit rayon de soleil, d'une balade. Et surtout, je ressentais un soulagement énorme à ne pas être au travail pendant ces 3 jours. Et le lundi, quand j'y suis retournée, il devait être 11h du matin et j'en étais à mon 3e anxiolytique simplement pour essayer d'arrêter le tremblement de mes mains. Et je me suis dit en fait que c'était plus possible. Et cette semaine-là, donc j'avais un rendez-vous de psychiatre comme toutes les semaines. Et cette fois-là, on a reparlé de l'arrêt de travail et j'ai accepté. Donc j'ai été arrêtée un 17 décembre. Ce qui m'a aidée psychologiquement, c'était de me dire que c'était les vacances de Noël et que du coup, j'allais... au départ, ça devait durer 15 jours et c'était du coup correspondait aux vacances de Noël et ça me rassurait de me dire de toute façon, la plupart des gens prennent des vacances à cette période. Et donc j'étais encore un peu dans une démarche de cachons ce qui peut être caché. Surtout, il faut pas que les gens au travail sachent pourquoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été arrêtée. Donc, j'ai envoyé mon arrêt de travail le lundi matin avec une boule au ventre indicible. C'était la première fois, enfin du coup la deuxième fois avec le mois d'octobre, mais la première fois de ma vie, la première période de ma vie où j'ai été en arrêt de travail. C'était très difficile pour moi de l'accepter. J'ai envoyé ce papier et donc le soir même, j'ai redormi 8 heures d'affilée pour la première fois depuis des mois. Comme si tout ça n'était jamais arrivé. Et du coup, ça a été un énorme choc pour moi de réaliser qu'en fait, je venais de mettre le doigt sur ce qui m'avait bloqué pendant tout ce temps. Et que oui, c'était en lien avec le travail, puisque du jour où j'ai cessé d'y aller, j'ai redormi. Et depuis, je n'ai plus jamais eu d'insomnie avec des crises d'angoisse comme ce que j'avais avant. Donc ça correspondait aussi à peu près à la période où ça faisait 2-3 semaines que je prenais mon traitement et que du coup il a commencé à faire effet. Donc c'était un effet combiné de l'arrêt de travail et des médicaments. Toujours est-il que j'ai retrouvé mon sommeil et que j'ai eu l'impression que c'était un miracle. Ce qui fait que
Donc j'étais arrêtée d'abord 15 jours, puis en fait 1 mois, et ensuite donc c'était renouvelé tous les mois. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, je m'étais toujours pas dit que c'était un burn-out. Je me disais que j'avais perdu le sommeil, que j'avais eu des problèmes de santé, mais que là, ça allait mieux. Et donc, la première quinzaine de janvier, j'étais encore en arrêt, mais en fait, je me sentais mieux puisque j'avais redormi. Et donc, j'ai fait une erreur de débutante. J'ai décidé de re-remplir mon agenda, presque autant que quand j'étais salariée, sauf que j'étais en arrêt de travail. Et donc, je me suis engagée dans une association comme bénévole. J'ai proposé à une amie qui créait son entreprise de lui filer un coup de main. J'ai passé du temps avec mon kiné parce que j'envisageais peut-être de faire une reconversion en tant que kiné. Tout ça dans la première quinzaine du mois de janvier. Et en fait, j'ai pris conscience que c'était pas seulement le fond qui pêchait pour moi, c'est-à-dire mon environnement de travail, mon métier. Il n'y avait pas que ça à changer, il y avait aussi beaucoup de choses à travailler sur la forme. La forme, c'est ma façon d'être, ma façon de m'impliquer à 2000% dans tout ce que je fais, de pas être capable de faire une pause, de me reconnecter à mon corps, à ma santé, d'accepter qu'en fait j'ai besoin de temps pour aller mieux. Et donc j'ai eu cette prise de conscience que en fait peu importe que je reprenne ce travail ou que j'en fasse un autre, si je changeais pas ma façon d'être, probablement qu'il se passerait les mêmes choses. Donc ça, c'était une prise de conscience assez forte. Et la deuxième, ça a été de comprendre que j'avais fait un burn-out. Et pour l'anecdote, c'est pas moi qui ai mis ce mot-là dessus, c'est une personne avec qui j'ai échangé. C'est un ancien salarié de mon entreprise qui maintenant a créé une entreprise qui enseigne la méditation. Et donc voilà, je m'intéressais à son parcours. On m'avait mis en relation avec lui et donc on a échangé par téléphone et j'ai pudiquement dit que j'avais eu des problèmes de santé qui faisaient que j'étais en arrêt. Et en fait, il m'a dit c'est un burn-out. Et j'ai un peu bafouillé, je dis je sais pas, enfin peut-être, enfin j'ai pas mis ces mots-là. Et en fait, ça m'a un petit peu heurté qu'il emploie ces mots-là à mon sujet. Et en même temps, ça m'a complètement libérée. C'est-à-dire que après ça, je me suis dit, ben en fait, oui, c'est ça le mot. Et j'en avais déjà entendu parler, évidemment. Je savais que ça pouvait arriver, mais un peu naïvement, je pense, je me disais que ça arrivait aux autres. J'avais pas côtoyé de très près des gens qui l'avaient vécu, et donc je pensais pas vraiment que ça pouvait m'arriver. Et donc c'est comme ça que j'ai mis pour la première fois le mot burn-out sur mon expérience. Je vais maintenant répondre à vos questions sur l'après burn-out et donc tout ce qui s'est passé ensuite. Donc la première question, c'est quand est-ce que je suis enfin allée mieux ? Donc comme je vous disais, très vite après mon arrêt de travail, j'ai redormi. Et en fait, le retour du sommeil, ça a permis beaucoup de choses, à beaucoup de choses de se remettre en place, notamment l'alimentation. J'ai recommencé à avoir faim et donc à reprendre un petit peu de poids. J'ai recommencé à voir des gens, d'autant plus que c'était les fêtes de Noël, donc j'ai profité de ma famille. Et en janvier, donc, comme je vous disais, je suis repartie à faire beaucoup de choses. Et j'ai réalisé que je m'étais trompée, en fait. Que j'étais encore complètement épuisée et que je pouvais pas repartir aussi vite. D'ailleurs, pour la petite histoire, au bout d'1 mois d'arrêt, je suis retournée au travail. J'avais eu 1 mois d'arrêt et au bout d'1 mois, je redormais, je voyais pas de raison de pas y retourner. J'étais un petit peu anxieuse, mais je me disais, ben voilà, je peux y retourner. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, il a fallu que je sois sur place pour me rendre compte qu'en fait, je ne pouvais pas physiquement m'asseoir à cette chaise et lire mes 3000 mails en retard et reprendre comme si de rien n'était. En fait, c'était absolument impossible. Et donc j'ai passé une seule journée au travail à ce moment-là, où j'ai heureusement eu une visite médicale de reprise avec le médecin du travail, qui là aussi m'a aidée à réaliser qu'en fait c'était bien trop tôt. Donc j'ai raconté toute mon histoire. J'étais absolument incapable à ce moment-là d'en parler sans pleurer. Donc j'ai passé 1 heure à tout lui raconter et elle m'a dit mais en fait qu'est-ce que vous faites là ? Parce que
les gens comme vous qui vivent ce que vous venez de me décrire, en général, ils sont arrêtés pendant plusieurs mois et on se voit plusieurs fois avant de décider ensemble s'ils reviennent ou pas. Et moi, j'estime que vous devez pas être ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc j'étais un petit peu estomaquée, j'en pensais pas grand-chose. Et du coup, elle m'a dit, ça tombe bien, c'est moi qui décide. Et donc elle a pris son ordi, elle a fait un mail à mon RH et mon manager en disant qu'elle estimait que j'étais pas du tout en état de reprendre et que donc mon arrêt allait être prolongé. Et donc elle envoie ce mail et elle claque son ordi, elle me dit voilà, vous pouvez rentrer chez vous. Donc je suis rentrée chez moi et à partir de là en fait donc j'ai à nouveau été arrêtée. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le médecin généraliste dont je vous parle, que j'ai interviewé dans un autre épisode de mon podcast qui a été absolument formidable et qui m'a beaucoup aidée dans les mois qui ont suivi. Et donc les mois qui ont suivi, j'ai été finalement arrêtée 5 mois et c'était notamment pendant le premier confinement qui, je l'avoue, m'a plutôt aidée à me recentrer, à me calmer, à dormir autant que j'avais besoin de dormir. En fait, j'ai passé beaucoup de temps dans un petit cocon avec juste mon amoureux et je crois que vraiment j'avais besoin de ce calme-là. Et c'est seulement au bout de 5 mois, donc au mois de mai, que j'ai senti que vraiment ça allait mieux. Et c'est à ce moment-là que j'ai entamé les démarches pour quitter mon entreprise. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi pendant ces mois après burn-out, c'est d'être accompagnée, à la fois par l'équipe médicale, donc le psychiatre dont je vous ai parlé, le médecin généraliste dont je vous ai parlé, mais aussi de travailler avec une coach qui m'a fait beaucoup de bien. Et donc c'est seulement au bout de 5 mois que j'ai senti que j'avais fait suffisamment de chemin pour pouvoir aller de l'avant. Alors une autre question qu'on m'a posée, c'est par où on commence pour trouver son chemin? Eh bien, je dirais qu'on commence d'abord par retrouver sa santé. Et ça prend du temps. Et j'ai fait cette erreur-là de vouloir foncer, comme je vous disais en janvier. Je voulais absolument partir déjà de mon entreprise. À la base, quand j'y suis retournée, c'était dans l'idée de négocier mon départ. Et plusieurs personnes m'ont convaincue que c'était pas le bon moment. Et honnêtement, je les remercie parce que ça n'était pas le bon moment. C'était pas non plus le bon moment pour chercher ce que je voulais faire ensuite. Et ça, c'est quelque chose dont la coach du programme Chance que j'ai suivi m'a fait prendre conscience. Donc je vous parlerai un petit peu plus longuement de Chance juste après. Mais en gros, j'ai voulu commencer le programme Chance en janvier. Et la coach qui m'accompagnait m'a vraiment suggéré de faire une pause et de reprendre plus tard, ce que j'ai fait. Et là aussi, je la remercie, je n'étais pas prête. Donc c'est vraiment le premier point par quoi on commence. On commence par prendre le temps de se refaire une santé, accepter que c'est long, c'est difficile, mais que sans ça, sans être parfaitement en forme, on ne peut pas être au clair sur la suite. Donc en fait, ce que je recommanderais, c'est d'essayer d'évacuer cette question de la suite de sa tête temporairement pour simplement se concentrer sur je veux me sentir bien dans ma santé. Ensuite, quand l'esprit commence à être clair, on peut s'interroger sur ce qu'on a envie de faire. Donc il y a plusieurs options pour ça. On peut réfléchir seul dans un premier temps. On peut solliciter ses proches parce que finalement vos proches, c'est ceux qui savent le mieux qui vous êtes, ce que vous aimez, dans quoi vous êtes bon. Et je trouve que c'est toujours super intéressant d'avoir ce regard extérieur. On peut rencontrer des gens dans les domaines qui nous intéressent. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai fait, de solliciter sur LinkedIn des gens qui travaillaient dans des domaines qui me passionnaient, notamment en l'occurrence pour moi dans l'éducation, la transmission, des gens qui entreprenaient autour du burn-out. Donc voilà, j'ai contacté ces gens-là et j'ai eu des conversations super intéressantes. Troisième option, c'est de se faire accompagner. Donc soit par un coach en individuel, ou alors de faire un programme comme Chance ou Switch Collective ou d'autres qui existent. Donc moi j'ai fait le programme Chance cette année et je vais vous en parler un petit peu plus longuement, mais c'est aussi un moyen de commencer à trouver son propre chemin. Mon troisième conseil sur par où commencer pour trouver son chemin, c'est d'accepter qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va atterrir.
C'est-à-dire qu'on va commencer quelque part et en fait on va tirer le fil de ça, mais on ne sait pas quel est le résultat final. C'est quelque chose qui est pas forcément évident à accepter quand on aime bien contrôler les choses, et je parle en connaissance de cause. Mais en l'occurrence, par exemple, moi, j'ai commencé par me dire, j'ai envie d'aider d'autres gens à ne pas traverser tout seul les montagnes russes que je viens de traverser. Du coup, j'ai envie d'en parler. J'aime écrire et j'aime les podcasts. Du coup, je pourrais lancer mon blog et mon podcast, et c'est ce que j'ai fait. Mais à ce moment-là, j'avais absolument aucune idée que ça me mènerait à me former au coaching, que ça me mènerait peut-être plus tard à faire d'autres choses. Je ne sais pas, en fait, aujourd'hui, ce projet, il vit au jour le jour, il grandit chaque jour dans des directions que j'avais pas forcément imaginées, et c'est très bien comme ça. Mais il faut l'accepter. Alors, une autre question que j'ai eue sur après, c'est comment j'ai dépassé la honte du burn-out. Comment j'ai fait pour ne plus avoir honte? Eh bien, d'abord, j'ai fait un gros travail sur moi-même, avec le médecin, avec la coach, avec une psychologue. Enfin, j'ai vraiment énormément échangé sur ce que j'avais vécu, et j'ai pris conscience, grâce à tout ça, qu'il n'y avait pas de fierté à tirer du fait d'être un bon petit soldat extrêmement résistant à la pression au travail, et que, à l'inverse, il n'y avait pas de honte à avoir si on ne va pas bien, si notre santé est en danger. En fait, ce n'est pas ma faute si ça s'est passé comme ça, et ce n'est pas une honte. J'avais une barrière vis-à-vis des gens que je connaissais un peu, c'est-à-dire que j'étais ok pour que mes proches soient au courant, de toute façon ils l'étaient, et quelque part j'étais à l'aise aussi avec l'idée d'en parler largement sur internet, et c'est pour ça que j'ai créé ce blog, pour que ça puisse toucher des gens qui étaient dans la même situation. Néanmoins, l'entre-deux, c'est-à-dire les gens que je connais un petit peu, mais qui n'étaient pas forcément au courant, et notamment tous mes anciens collègues, j'étais assez gênée de le dire, pour être honnête. Et finalement, ça s'est fait un petit peu sans que je maîtrise forcément, puisque en mois de juin, j'ai publié sur mon blog un premier article sous forme de témoignage où je raconte vraiment étape par étape ce que j'ai vécu. Après la publication de cet article, je n'en ai pas du tout fait la promotion personnellement, c'est-à-dire que j'en ai pas parlé sur mes différents réseaux. Je voulais que ce soit des internautes qui seraient à la recherche de témoignages qui le lisent, mais pas forcément des gens que je connaisse. Et finalement, une de mes anciennes managers de chez Coca-Cola, que j'aime beaucoup, on lui a suggéré sur Instagram mon compte, et de fil en aiguille, elle a atterri sur mon témoignage, et elle l'a partagé sur LinkedIn, en me prévenant à l'avance, en me disant que si je voulais, elle pouvait ne pas dire mon nom. Et finalement, je me suis dit, assume ce que tu es en train d'essayer de faire. Et donc, je lui ai dit, non, écoute, tu peux dire que c'est moi. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait un post sur LinkedIn où elle a partagé mon témoignage en disant que c'était moi. Et très rapidement, en fait, j'ai eu énormément de retours de gens que je connaissais, ou que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui m'ont dit qu'ils avaient vécu la même chose, ou que quelqu'un dans leurs proches avait vécu la même chose. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que on était très nombreux à vivre ce genre d'épreuve. C'est simplement rarement quelque chose qu'on écrit sur son LinkedIn, et qu'en fait, à partir du moment où on osait en parler, il n'y avait plus de honte. Aujourd'hui, j'ai pas honte, puisque c'est moi-même qui en ai parlé. C'est pas un secret que les gens pourraient apprendre sur moi. Ça n'a plus rien d'un secret, puisque je l'ai dit. Et à partir du moment où ça n'est plus un secret, c'est assez magique, mais du coup, il n'y a plus de honte. Et ça n'empêche pas, évidemment, de s'imaginer qu'il y a des gens qui ont dû trouver ça impudique, gênant, pas cool de raconter ça sur LinkedIn. Mais la réalité, c'est que ces gens-là, en tout cas, ils n'ont pas pris le temps de m'écrire pour me le dire. Et quand bien même ils penseraient ça, en fait, ça ne dit rien sur moi. Ça en dit sur eux, sur ce qu'ils pensent du burn-out, sur leurs croyances, leurs perceptions, leurs émotions, leurs barrières. Et c'est très bien, il n'y a aucun problème avec ça, c'est simplement que, en fait, ça ne me concerne pas. Et du coup, aujourd'hui, la honte, elle est vraiment derrière moi. Une autre question qu'on m'a posée, c'est pourquoi est-ce que j'appelle ça un cadeau mal emballé? Eh bien, parce que je pense que le burn-out est comme beaucoup d'autres épreuves dans la vie. C'est mal emballé parce que c'est quelque chose dont on se serait bien passé. C'est douloureux, c'est long,
Et honnêtement, quand on regarde en arrière, si on se dit est-ce que tu serais prête à revivre tout ça pour en être là où tu en es aujourd'hui, c'est pas facile d'imaginer ça. Honnêtement, je suis assez contente que l'option revivre les épreuves n'existe pas parce que c'était tellement douloureux que j'aimerais vraiment pas le revivre. Et parfois, ça m'arrive de me dire qu'est-ce que ce serait ma vie si c'était pas passé ça, en fait. Où est-ce que j'en serais? Est-ce que j'aurais changé de poste? Est-ce que ça se passerait bien? Mais en réalité, c'est quand même un cadeau. Pourquoi? Eh bien parce que ça m'a fait gagner beaucoup de temps, je pense. Dans une vision optimiste des choses, j'ai encore environ 60 ans à vivre, dont 30 à travailler. Et honnêtement, je ne me voyais pas continuer dans cette direction pendant tout ce temps. Et du coup, je suis contente du temps que j'ai gagné à aujourd'hui avancer dans une direction qui a plus de sens pour moi. Et c'est aussi un cadeau parce que ça m'a fait apprendre beaucoup plus de choses que ce que j'aurais imaginé. J'ai rencontré des gens, j'ai entendu leurs histoires, ça m'a fait grandir. Cette épreuve, elle m'a aussi rendue plus mature, plus introspective. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une meilleure version de moi-même qu'en 2019. Et pour ça, c'était vraiment un cadeau. Est-ce que je pense qu'on peut enchaîner directement sur un autre job? Et la personne a précisé que c'était compliqué financièrement et par rapport aux autres d'accepter de faire une pause entre les deux. Alors je comprends très bien cette question. Je sais que c'est très tentant de quitter un job dans lequel on n'est pas bien pour enchaîner directement sur un autre. Pour être honnête, je pense que c'est compliqué physiquement et psychiquement de faire ça parce que on est épuisé, le corps il a besoin de récupérer et il a besoin de récupérer plus que pendant une semaine de vacances. Et psychiquement, il y a besoin de faire un travail sur ses émotions, ses réactions pour ne pas retomber dans le même piège parce que je crois profondément que le burn-out et je parle pas des cas de harcèlement moral, ce n'est pas ce que j'ai vécu, donc je ne peux pas en parler. Mais pour un burn-out, je crois que c'est vraiment une rencontre de plusieurs facteurs qui créent l'explosion. Parmi ces facteurs, il y a évidemment votre travail, votre contexte, votre boss, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi vous, l'état dans lequel vous êtes, vos émotions, vos réactions. Et c'est vraiment la rencontre de tout ça qui a été à l'origine du burn-out. Et penser qu'en changeant juste une partie des paramètres, à savoir le contexte professionnel, on va éviter que ça réarrive, je pense que c'est risqué. Et que sans travail sur soi, on prend le risque que ça arrive à nouveau. Pour ça, je vous invite à écouter l'épisode 3 du podcast avec Charlotte de Pourquoi pas moi, qui a bien raconté en fait comment pendant 1 an et demi, elle a enchaîné 3 jobs en partant à chaque fois parce qu'elle se sentait pas bien et comment à la fin ça a abouti à un gros burn-out. Ça ne veut pas dire que si vous enchaînez sur un autre job, ça va forcément se passer comme ça. Mais en tout cas, je pense que ça n'est pas sans risque. Et du coup, pour répondre aux deux problématiques soulignées, comment on fait vis-à-vis des autres et comment on fait financièrement, eh bien, vis-à-vis des autres, je sais très bien que ça n'est pas facile d'assumer que voilà, on prend une pause, on est entre deux et que concrètement on ne fait rien. Mais en réalité, pour l'avoir fait, dans les autres, il y a deux groupes. Il y a les gens qui vous aiment et ces gens-là, ils veulent juste que vous soyez heureux dans la vie. Pour les autres, ceux qui vous aiment pas, ceux qui vous sont moins proches, ceux qui vont vous juger, ceux qui vont avoir une opinion sur le sujet, eh bien, j'ai envie de vous dire que votre vie, vous en avez qu'une et que l'idée, c'est pas de la vivre pour ces gens-là, mais pour vous-même. Donc, personnellement, j'ai fait le choix de faire cette pause parce que j'avais l'impression profondément que c'était ce qui me convenait et que si ça n'allait pas aux autres, eh ben tant pis pour eux. Et pour être honnête, personne n'est venu me dire en face que ça ne convenait pas que je fasse une pause. Donc voilà, les gens ils ont leur propre combat à mener, leur propre vie, et ils passent pas leur journée à réfléchir au fait que vous n'êtes pas en train de travailler en ce moment et que quand même c'est vraiment pas cool. Financièrement, alors je ne peux parler que de ce que je connais, à savoir le statut de salarié. Quand on est en arrêt maladie pendant moins de 6 mois, enfin en tout cas moi c'était mon cas, on a une indemnité journalière qui est versée par la CPAM qui correspond à la moitié de notre salaire et selon votre employeur, il va compléter potentiellement jusqu'à 100% de votre salaire.
Donc, en gros, quand on est en arrêt maladie et qu'on est salarié, on touche entre 50 et 100% de son salaire chaque mois. J'ai conscience que potentiellement vivre avec seulement 50% de son salaire, c'est difficile. Mais quand on est au dos au mur et qu'on n'a plus le choix, je pense que tout est préférable plutôt que de rester. En l'occurrence, moi, j'avais vraiment des idées noires, en fait. Je me disais que je voyais plus à quoi servait ma vie si c'était pour ne plus aimer travailler, ne plus aimer dormir, ne plus aimer manger, ne plus aimer voir les gens. En fait, je n'aimais plus rien et j'avais littéralement envie de disparaître. Et quand on en est là, je pense que c'est vital d'arrêter, quelles que soient les conditions financières. Après, évidemment, voilà, je parle d'une situation dans laquelle qui est la mienne, dans laquelle j'ai jamais été à risque de me retrouver à la rue, et je peux pas parler de ces situations-là. Et qu'est-ce que j'aurais fait si ça avait été mon cas? Ça ne l'a pas été, et je pense que pour la plupart des gens, ça n'est pas une question de vivre à la rue ou pas, c'est une question de vivre avec moins. Et vivre avec moins, c'est toujours mieux que plus vivre du tout, parce qu'on n'en peut plus, tellement plus qu'on a envie de mourir. Voilà, pour ce sujet, pas facile. Dans cette troisième partie, je voudrais vous parler de maintenant et donc répondre à vos questions sur le parcours que j'ai fait, la formation que je vais faire, voilà. Donc, vous parler un petit peu de chance, puisque j'ai eu des questions à ce sujet. Est-ce que c'est une formation qui m'a réellement aidé à trouver ma voie? Eh bien, oui, je ne regrette pas d'avoir fait le parcours chance. Donc, le parcours chance, c'est un parcours digital de coaching qui mêle à la fois du travail personnel, donc il y a beaucoup d'exercices à faire, et du travail avec un coach professionnel qui est matché avec vous selon votre profil. Ce que j'ai apprécié dans ce parcours chance, c'est tout le travail introspectif qu'il faut faire. Je pense que c'est hyper utile de prendre le temps de réfléchir sur soi, et donc il y a beaucoup d'exercices qui aident là-dessus. J'ai eu une très très bonne coach, Christelle, que je remercie et qui m'a aidé à lever plein de blocages. Donc voilà, j'ai eu la chance de l'interviewer dans l'épisode 8, il me semble, du podcast. Donc je vous invite à la découvrir. Donc c'est vraiment un point fort pour moi de ce parcours. Troisième point, et pas des moindres, c'est un parcours qui est 100% finançable par votre CPF, donc votre droit à la formation. Sachant que quand on est salarié, on cotise pour ce CPF. Globalement, si vous travaillez depuis plusieurs années, il est fort probable que vous n'ayez pas à débourser 1 euro pour faire ce parcours, ce qui était important pour moi vu ma situation à ce moment-là. Quelques petites limites vis-à-vis d'un parcours comme celui-ci. La première, c'est si vous n'avez pas le temps, ça ne vaut pas le coup, parce que ça demande pas mal de travail personnel, et je pense que ce qui en ressort est à la hauteur de ce qu'on y a injecté. Donc si vous êtes prêt à vous investir, à vraiment beaucoup bosser sur la partie personnelle, eh bien vous pouvez avoir des super résultats. Si vous êtes en manque de temps et que vous n'avez pas le temps de bien le faire, je ne pense pas qu'il puisse se passer des miracles. Et la deuxième petite limite, c'est que je pense que c'est absolument parfait quand on est salarié, qu'on veut rester salarié, tout en changeant potentiellement de secteur, d'entreprise, de métier. En l'occurrence, moi, je n'ai pas spécialement envie de redevenir salarié. Du coup, je dessine plutôt un parcours pour être à mon compte. Voilà, la fin du parcours, elle est un tout petit peu moins adaptée dans ces cas-là, puisque la fin du parcours classique, on va dire, c'est d'envoyer des CV, de rencontrer des gens dans le secteur qui nous intéresse pour trouver finalement un emploi salarié. Là où, quand on veut se lancer à son compte, c'est un petit peu plus subtil. Et au moment où j'ai fait le parcours, donc il y a quand même déjà 6 mois, c'était pas encore hyper creusé cette fin de parcours pour les indépendants. Mais je sais que c'est quelque chose sur lequel Chance est en train de travailler. Comment j'ai su que je voulais faire ça? Comment je me suis dit que je voulais devenir coach? En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, il y a 3 ans déjà, j'avais fait un bilan de compétences entre 2 jobs avec une coach en individuel qui était très bien. Et pareil, je m'étais beaucoup investie personnellement. Il en était ressorti pas mal de pistes, notamment autour de l'accompagnement et de la transmission. En fait, à ce moment-là, c'est des choses qui me faisaient peur. Je me suis dit que j'étais trop jeune, pas assez expérimentée, pas légitime, et qu'en fait, c'était quand même sacrément confortable d'être
d'être salariée, et donc je suis retournée à la case départ. J'ai recommencé un job en marketing exactement comme ce que je faisais avant. Et finalement, donc en mai 2020, quand j'allais mieux et que j'ai eu envie de me reposer ces questions, j'ai repris finalement les conclusions de ce bilan, et j'ai été surprise et amusée de constater que les conclusions étaient toujours absolument vraies. C'est simplement qu'il y a 3 ans, j'étais pas prête à les entendre, et donc ça rejoint le sujet du temps, qui est parfois long pour faire un changement de vie. Voilà, il y a 3 ans, j'étais pas prête, et on pourrait se dire que du coup, j'ai perdu 3 ans, puisque j'avais déjà les mêmes idées il y a 3 ans. Mais en fait, non, j'accepte juste l'idée qu'il y a 3 ans, j'étais pas prête, et qu'il a fallu ce temps, ces épreuves, pour que je me sente enfin prête aujourd'hui. J'ai repris ces conclusions, j'ai commencé le parcours chance, donc finalement, je l'ai plutôt commencé en mai, avec donc Christelle, la coach dont je vous parlais. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que j'avais plutôt envie d'indépendance et donc d'être à mon compte, que j'aimais beaucoup créer des contenus, donc que ce soit des articles sur le blog, puisque j'aime écrire, ou des podcasts qui sont vraiment ma passion, et bien j'avais envie de faire ça. Et que probablement j'avais envie d'accompagner les gens, ce qui veut dire beaucoup de choses, c'est très large, mais en tout cas que j'étais en chemin vers un métier d'accompagnement, probablement du coaching, mais à ce moment-là, c'était pas encore totalement déterminé pour moi. Formation de coaching, j'ai hésité parce que je sais que c'est un mot très utilisé et qui du coup peut désigner à la fois des gens qui sont très compétents et des charlatans, et que c'est un secteur qui est très chargé, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui se forment au coaching, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament coach, et tout ça me faisait un petit peu peur. Néanmoins, j'ai eu l'occasion d'essayer, puisque j'ai fait une formation avec un organisme qui s'appelle Live Mentor, dont j'aime énormément la pédagogie et l'état d'esprit. Et j'ai été recrutée en freelance pour être mentor d'entrepreneurs. Donc en gros, j'accompagne des entrepreneurs qui lancent leurs projets depuis le mois de novembre. Et ça m'a plu énormément. Donc ça m'a vraiment permis de vérifier mon appétence pour l'accompagnement, et que concrètement, c'est des choses qui me plaisent et qui me donnent de l'énergie. Et ce qui m'a également décidé à faire une formation de coach, c'est l'envie d'acquérir les outils et les postures. Parce que coacher quelqu'un, ça n'est pas faire la bonne copine qui lui donne des conseils. Même si j'adore être la bonne copine qui donne des conseils, il y a des outils et des méthodes à acquérir pour être professionnel avec la bonne distance. Et je pense que ces outils-là, ils peuvent m'aider à déployer mes ailes pour la suite. Donc c'est comme ça que je me suis décidée à faire une formation de coaching. Donc la question d'après, c'était quelle école de coaching j'ai choisi et pourquoi. Eh bien, j'ai choisi la formation qui s'appelle Les clés du coaching d'un institut qui s'appelle Coaching Ways. Comment je m'y suis pris? Eh bien, j'ai fait un petit benchmark des écoles de coaching qui existent, en fonction notamment de leur réputation. C'est-à-dire que j'ai demandé autour de moi à des gens qui étaient déjà coachs ou qui étaient en train de se former ce qu'ils pensaient de leur école, et donc j'avais rassemblé comme ça une dizaine d'écoles. J'ai regardé les prix ensuite parce que c'est très variable. Il y a des formations qui sont très chères et qui du coup malheureusement sont sorties de mon analyse, notamment par exemple l'Institut Repère, qui donne une formation qui est très réputée et qui est très complète, mais au final pour faire la formation totale de coach, c'est plus de 12 000 € de mémoire. Pour moi, c'était trop d'argent. J'ai également regardé des formations qui étaient éligibles à une subvention de la région, et éventuellement éligible à une subvention de Pôle emploi et payable par mon CPF. L'idée étant que j'avais pas énormément d'argent de côté, et donc si je pouvais obtenir des aides pour financer cette formation, c'était un plus pour moi. J'ai également regardé les formations qui étaient certifiées RNCP, donc c'est une certification qui permettra, si un jour le métier de coaching est plus réglementé, de faire une distinction entre les personnes qui se disent coach, puisqu'aujourd'hui, de ce que je comprends, on peut s'autoproclamer coach et mettre une plaque en bas de chez soi, et c'est autorisé. Néanmoins, cette certification, elle permettra de faire la différence, puisque c'est vraiment le signe qu'on a fait une formation certifiante.
Donc j'avais repéré une école qui s'appelle l'Institut des neurosciences appliquées, qui avait l'air très bien, mais qui n'est pas certifiante. Donc par exemple, je l'ai éliminée. J'ai regardé des critères un petit peu plus pratiques sur le lieu de formation, puisque c'est une formation qui se passe en partie en présentiel. Et donc on m'avait parlé notamment d'une école qui s'appelle Link Up Coaching, qui a l'air très bien, mais dont les cours en présentiel se passent à Vélizy, ce qui est loin de chez moi, et je n'ai pas de voiture. Donc par exemple, là aussi, ça a été un critère d'exclusion. Et ensuite, une fois que j'avais un petit peu mon petit pool de quelques écoles, j'ai échangé à la fois avec les écoles et avec les gens qui les avaient faites. En l'occurrence, moi, j'ai eu une super discussion avec une copine qui s'appelle Claire, qui a lancé le compte Instagram Vie de Mère, que je vous recommande de découvrir si vous ne le connaissez pas. Et Claire venait de finir sa formation Coaching Ways et elle était vraiment super enthousiaste. Et elle m'a bien convaincue que c'était le bon choix pour moi. Donc voilà comment je me suis retrouvée à m'inscrire chez Coaching Ways et donc je commence ma formation le 1er février. Voilà. Une question sur l'indépendance financière, puisque dans la vidéo des déviations, j'ai dit que c'était très important pour moi d'être indépendante financièrement. Effectivement, moi, j'ai des parents divorcés et j'ai réalisé quand mes parents ont divorcé à quel point c'était important que ma mère ait un travail et qu'elle gagne sa vie de façon indépendante pour ne pas dépendre de son ex-mari. Et ça s'est vraiment ancré en moi. Je veux gagner ma vie, je veux être indépendante, je ne veux pas dépendre d'un homme, même si je l'adore. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et c'est vraiment super important pour moi de travailler et de gagner ma vie. Voilà, donc aujourd'hui j'ai la chance d'être mariée. Néanmoins, je tiens à clarifier que je ne vis pas sur son salaire. Comment je m'en sors aujourd'hui concrètement ? Eh bien, l'appartement dans lequel je vis appartient à mon mari depuis avant qu'on soit ensemble. Donc en fait, je suis venue m'installer chez lui quand on s'est mis ensemble. Et aujourd'hui, je ne paye donc pas de loyer, ce qui est un énorme luxe à Paris, j'en ai bien conscience. En revanche, pour tout le reste, donc ce qui est les courses, les factures, les sorties, on fait 50-50. Donc, comment je fais pour payer cette moitié de ma part ? En fait, donc moi, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon employeur, ce qui me permet de toucher le chômage, qui est vraiment une super opportunité pour moi. Le chômage, c'est à peu près 60% de mon salaire d'avant, donc c'est loin des 100%. Comment je m'en sors du coup concrètement ? Je fais moins de sorties. Donc pour ça, j'avoue que les confinements successifs, ça a pas mal aidé. J'achète moins de choses, tout simplement. Par exemple, je n'ai pas acheté un seul vêtement neuf depuis le mois de juillet. Ceux qui me connaissent personnellement le savent, mon placard déborde depuis toujours. Je suis une grande fan de vêtements. Voilà, ça fait 7 ou 8 mois que j'ai pas acheté de vêtements neufs. Et globalement, je ne m'en porte pas plus mal. Et un dernier point sur ma situation financière, en fait, j'ai pas encore d'enfant, donc voilà, aujourd'hui, je ne me gère que moi-même et j'ai que mes propres dépenses à gérer. Comment je vais faire pour devenir indépendante financièrement ? Déjà, j'ai conscience que je ne pars pas de zéro. J'ai un diplôme, j'ai travaillé en salariat pendant plus de 8 ans en marketing et je sais que si demain, financièrement, j'ai vraiment besoin de reprendre un poste en marketing, ce sera possible. Et c'est quelque chose que je ne m'interdirai pas. Si j'ai besoin financièrement de le faire, je sais que j'ai cette solution-là. En attendant, j'ai commencé des missions en freelance, donc j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur et je fais des petites missions, notamment par exemple pour Live Mentor dont je vous parlais. Donc aujourd'hui, je gagne un petit peu d'argent. Ça vient en moins de mon chômage, donc je gagne pas plus chaque mois, mais en revanche, ça prolonge mes droits au chômage, donc c'est assez rassurant. Et je suis en train de créer les fondations de la suite, en fait. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup de choses gratuites, c'est-à-dire que j'investis le temps que j'ai à disposition pour faire des choses et je les fais gratuitement, notamment le blog, Instagram, mon podcast. J'ai investi aussi du temps à me former, donc en tant que coach. Tout ça parce que je pense que ce travail-là,
Déjà, il est gratifiant pour moi parce que ça me plaît de faire ça, et également parce que je pense que ça me donnera accès à de nouvelles missions, de nouvelles propositions à l'avenir. Pour ça, il faut juste que je sois un petit peu patiente. Voilà. La dernière question, c'était comment j'envisage de vivre du coaching alors que ce sont des filières très bouchées. Eh bien, effectivement, je n'envisage d'ailleurs pas forcément de vivre à 100% du coaching. L'idée étant de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est pour ça que j'ai un blog, que j'ai un podcast, que j'anime des ateliers en entreprise de prévention burn-out, que je fais du mentoring pour Live Mentor, et que demain, potentiellement, je ferai du coaching, soit en privé, soit en entreprise. Je veux diversifier mes activités pour diversifier aussi mes sources de revenus. Et l'autre façon dont j'envisage d'en vivre, alors que c'est un secteur très bouché, c'est en travaillant ma singularité, ma proposition de valeur qui soit vraiment propre à moi pour émerger. Et pour ça, ma seule ligne de conduite, c'est d'être authentique, d'être vraiment moi-même. Et j'espère, on verra si c'est naïf ou pas, mais l'avenir nous le dira, mais j'espère que ça me permettra de correctement en vivre. Voilà. Je terminerai cet épisode juste pour vous parler un tout petit peu de maintenant, comment je me sens et qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Voilà, je me sens apaisée avec ce qui s'est passé. J'arrive à comprendre que je me suis épuisée dans un conflit intérieur entre une activité professionnelle qui me faisait pas vibrer, mais que je m'obligeais à faire très très bien comme une bonne élève. Et j'ai conscience désormais d'être à la recherche de mon équilibre, qui n'est pas l'équilibre du voisin. Ce qui me frappe aujourd'hui quand j'interroge des gens dont j'ai l'impression qu'ils ont vraiment trouvé leur équilibre et leur chemin, c'est que ils sont unanimes sur le fait que c'est un chemin qui est instable et qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et pour moi, c'est encore quelque chose que je dois accepter. Donc je travaille là-dessus, sur le fait que voilà, on avance toute sa vie, on n'est jamais sûr, on ne sait pas exactement ce qui nous attend, et il faut faire confiance à son intuition et avancer. Et c'est difficile parce que voilà, j'aime bien contrôler ce qui m'arrive et c'est difficile de pas savoir exactement ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, voilà, je recommence à construire un mur. Je sais que c'est pénible de déplacer une pierre quand on l'a posée quelque part, mais c'est moins difficile que de détruire tout le mur. Alors j'essaye de poser chaque pierre avec le plus de conscience possible. Et si je réalise que c'est pas exactement la bonne place, eh bien j'essaye aussi d'être indulgente avec moi-même et d'accepter que voilà, on se trompe et en fait c'est en se trompant qu'on avance. Mon but c'est pas d'être parfaite, c'est d'être moi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute de ce long épisode. J'espère qu'il aura répondu à toutes vos questions et j'ai un petit peu le cœur serré de le poster, mais voilà, j'espère que ça vous plaira et il me tarde de lire vos retours. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite!